Merci de nous rejoindre sur Africa 24 pour cette édition spéciale consacrée à la clôture du 24e sommet de l'Union africaine, sommet des chefs d'État. Nous sommes toujours en compagnie de notre éditorialiste Gratien Rukindi-Kiza et de notre invité Malika Cher. Messieurs, merci d'être avec nous. Cette troisième partie est consacrée aux objectifs de l'agenda 2063. Une date qui n'est pas anodine puisqu'elle marque le centenaire de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963, ancêtre de l'Union africaine. Cet agenda, c'est un ensemble de projets destinés au développement du continent, par exemple un marché unique de l'aviation, le grand barrage hydroélectrique de Linga et d'autres projets d'énergie, mais aussi une université panafricaine, un passeport africain ou encore un grand réseau ferroviaire et routier à grande vitesse. On en parle avec nos invités juste après ce sujet d'Ibra Adinjaï. Le besoin de transformation structurelle capable de réduire la pauvreté reste au centre des discussions de ce 24e sommet de l'Union africaine qui a pour thème année de l'autonomisation des femmes et développement de l'Afrique pour la concrétisation de l'agenda 2063. Africa 2063, prôné et défendu par Nkosazana Dlamini Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine, a pour objectif de faire de l'Afrique le plus grand pôle de développement du monde sur les 50 prochaines années. Lors du 23e sommet de l'Union africaine à Malabo, en Guinée équatoriale, en juin 2014, l'Union africaine avait renouvelé son ambition pour faire de l'Afrique le grenier du monde grâce à une modernisation de l'agriculture. En tant que commission, nous disons que cette année, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour remettre l'agriculture sur la voie du développement. Pour y arriver, il faudra améliorer nos capacités en ressources humaines et technologiques. Il faudra aussi encourager la recherche pour augmenter la production. How are we going to improve the human resource in agriculture? La déclaration de Maputo de 2003 préconise de consacrer 10% des dépenses publiques des États africains au développement agricole, un moyen pour l'Union africaine d'encourager ses pays membres à se lancer dans une agriculture industrielle. 12 ans après, qu'en est-il de cet objectif? Les dépenses des pays africains en faveur de l'agriculture se sont, à quelques exceptions près, situées en dessous de l'objectif de 10% fixé par le programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine. L'histoire nous enseigne que les pays qui ont réussi à arracher leur population à la pauvreté y sont parvenus grâce à une révolution agricole faisant appel à une amélioration systématique de la production. Cette politique agricole est en étroite ligne avec le projet Africa 2063 prôné par l'Union africaine. Africa 2063 offre une place importante à l'agriculture et la sécurité alimentaire grâce à la mise en œuvre d'un plan d'action pour le développement de l'agriculture et la mise en place d'un guide de recommandation. Les États sont désormais encadrés dans leur politique agricole. Alors messieurs, pourquoi est-ce qu'on perçoit des réticences dans les politiques agricoles alors que ça pourrait être un secteur particulièrement fructueux puisque 60% des terres arables ne sont pas exploitées sur le continent? Pour une raison simple, l'agriculture maintenant rapporte aux paysans, pas vraiment aux dirigeants. Il y a peu de taxes notamment, surtout en dehors du café, du thé ou du coton. Mais c'est que beaucoup de dirigeants se consacrent vraiment sur les matières premières, le pétrole, l'or, le diamant. Donc, ils oublient, ce sont des pouvoirs souvent qui oublient le paysan. Le paysan qui compte dans plusieurs pays 80% au niveau de la population, mais il est délaissé. Or, on ne peut pas demander aux paysans de produire beaucoup, de nourrir toute une nation, tout un pays, alors qu'il utilise toujours les méthodes les plus anciennes. Il a besoin d'être encadré, il a besoin d'évoluer. Il y a la petite industrie qui se développe. L'extraction de l'or, par exemple, se développe. Pourquoi le paysan, il pourrait pas... Moi, l'exemple que je donne est simple. On a vu, après la colonisation, le paysan, il labourait la terre avec la houe. Ou même avant. Je me rappelle, le roi, il était porté sur des chevilles. C'était comme un malade. Et aujourd'hui, le roi, c'est le président. Il roule dans des Mercedes blindés qui coûtent dans les 400 000 €. Le paysan, il est toujours à la houe. Alors on se demande finalement qui a évolué dans les pays africains. C'est-à-dire que le développement a pris il y a deux vitesses. Il y a celui qui a beaucoup évolué, les dirigeants, et celui qui a beaucoup régressé, c'est le paysan. On ne peut pas développer l'agriculture sans commencer par le paysan lui-même. Alors, est-ce que c'est pas un peu ambitieux de dire que l'intégration africaine sera opérationnelle d'ici une 50aine d'années? Ambitieux, 50 ans, c'est quand même long, donc il ne faut pas avoir peur d'être ambitieux. Je pense qu'il est bien de se fixer un cap. Mais là, encore une fois, se fixer un cap, c'est très bien. Mais il faut s'en donner les moyens.
Gratien parlait des méthodes de labour. C'est vrai que l'évolution tarde à se faire. Il faut vraiment perfectionner ces techniques de labour, sensibiliser aussi les populations qui sont dans les espaces ruraux aux nouvelles technologies qui apparaissent dans le domaine de l'agriculture, de l'agroalimentaire. Mais effectivement, il y a toujours cette difficulté des dirigeants africains de se recentrer sur l'agriculture qui reste quand même un secteur très important. L'autosuffisance alimentaire, c'est très important. Et essayer de moins concentrer faire un développement harmonieux. Parce que c'est vrai que les industries, notamment, des industries dans les hydrocarbures, dans les matières premières, dans les mines, on dirait que ça préoccupe la majorité des gouvernants africains. Pourquoi ? Parce que ça rapporte beaucoup. Et le problème, c'est que ça coûte très cher aussi de ne pas être autosuffisant dans le domaine agricole. Ça coûte très cher au pays et il faut que les mentalités évoluent et ça passe aussi par les politiques. Alors, un des objectifs de cet agenda, c'était par exemple un passeport africain. Alors, comment est-ce qu'on peut imaginer un passeport africain, alors qu'on se souvient qu'il y avait déjà des problèmes pour créer des zones de libre circulation. Je me souviens en Afrique centrale, à un moment, la Guinée équatoriale était un petit peu réticente. Oui, c'est une volonté. Bon, ou au moins, c'est une projection. Plus une projection qu'une volonté. Parce qu'en Afrique, pour avoir un passeport africain, il faut au moins que dans les zones, dans les sous-régions, les gens circulent normalement. Il suffit, s'il y a un passeport africain, il faut aussi qu'il y ait un passeport, je dis bien, de la marchandise. Pas un passeport en tant que tel. Il faut que la marchandise circule librement, que les hommes, les femmes accompagnent la marchandise. On ne peut pas donner un passeport sans qu'il y ait... C'est-à-dire qu'en ce cas, il y aurait un marché commun africain. Les gens aussi devraient, disons, produire d'une façon dans l'ensemble. S'il y a un passeport africain, il faudrait aussi qu'il y ait, j'ai vu qu'on parle d'université. Il faudrait aussi qu'il y ait la justice, une justice africaine. Il faudrait aussi qu'il y ait un développement africain, que les gens, celui qui est au Zimbabwe, au Botswana, quand il produit plus le maïs, il peut le vendre au Malien. Et le Malien, il a beaucoup d'or. Le Zimbabwe ou le Botswana a besoin de lingots d'or. Au lieu de les acheter en Angleterre ou ailleurs, il pourrait les acheter là. Donc, c'est-à-dire que ce passeport africain doit avoir l'effet aussi de stimuler la production, le développement du pays. Non pas seulement, on n'a pas besoin de faire, oui, on peut faire du tourisme, mais on a besoin en Afrique, on a besoin plus de travailler. Il faut que ces passeports nous aident à travailler plus que vraiment à contempler les régions. Et du coup, ce serait aussi une façon de s'affranchir des importations, vous croyez ? Oui, mais il faut créer la croissance inclusive, il faut y arriver, c'est un objectif. Là aussi, le passeport africain, c'est une chose louable, c'est un objectif encore, il faut pas... C'est très bien, mais comment on va y arriver ? Je pense que c'est en partant aussi en ayant une vision déjà régionale. Déjà, les ensembles régionaux doivent déjà se poser la question du passeport je dirais régional, pas tout de suite africain, pas continental. On doit procéder par région. On ne peut pas comme ça arriver et décréter un passeport continental. C'est un rêve, c'est un idéal, mais il faut avoir les pieds sur terre. Il faut commencer par les ensembles, par les groupes de régions, avec les pays entre eux, avec leurs affinités économiques. Voilà, c'est des choses qui doivent se faire par étapes. Et je pense que c'est en passant par les organisations régionales, on peut parler de la CEDEAO, enfin des choses comme ça, et qu'on y arrivera, on tendra vers cet objectif, mais c'est par étapes. Entendu, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie, messieurs, d'avoir assisté à cette édition consacrée à la clôture du 24e sommet de l'Union africaine. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.